Bien. Il est 15 heures. Johan est quelqu'un de ponctuel, donc nous allons commencer, je crois, et puis les retardataires s'agrégeront au fur et à mesure. Hein. Il est 15 heures, on attaque. Bien, merci d'être là. On va commencer peut-être par une présentation. J'imagine que vous connaissez un peu l'œuvre de Johan, mais c'est aussi l'occasion de redessiner un petit peu les étapes d'une carrière, d'une vie. Donc j'ai essayé je voulais commencer un peu par cela, de manière un petit peu informelle, mais essayer de revenir sur ton parcours modestement. Ça a été compliqué, on se disait, parce que tu as une vie et une carrière très dense, assez chaotique, et ça se mérite que de réussir à suturer tous les éléments qui sont un peu épars. Mais voilà, tu peux mourir tranquille, j'ai fait ta nécrologie, tu vas voir que tout est là. Et donc tu es né le 25 juillet 1963 à Saint-Tron dans les Flandres belges. Sint-Truiden. Sint-Truiden. On est en Flandre. C'est une grande différence déjà. On n'est pas en Wallonie, on est en Flandre. Donc, bon. Pardon. Ça commence. Tu es du signe du lion, on le voit. Et donc tu as suivi dans un premier temps des cours de peinture à l'école des beaux-arts de Gand, non loin de Vanek. Et très vite, tu as commencé à conjoindre la peinture et la sculpture, la terre et la couleur. Tu racontes qu'il y avait un atelier, enfin un four qui était là un peu en souffrance et que tu l'avais investi assez rapidement. La céramique, diras-tu, était alors un véritable tabou à l'époque. Et on y reviendra. Rapidement, tu te tournes vers la France, plus accueillante, pour ce travail alors singulier. L'une de tes premières expositions sera Sétoise, en 1991. Après ta résidence à la Villa Saint-Clair, tu investis 2 espaces, dont la quarantaine de Sète, qui est un lieu qui fut celui des exclus, des expulsés, des parias. Et pour s'y rendre, il fallait un peu de courage, un peu de temps. Il fallait un bateau également, sorte de traversée du Styx. Et j'y reconnais là quelque chose de fondateur chez toi, qui est ton refus pour la facilité. Non pas pour la simplicité, mais pour la facilité. Ton goût pour l'aventure, pour le défi, pour le danger même, et ton amour du temps qu'il faut prendre pour voir les choses. Tout regard vers une œuvre est un chemin et un cheminement. Je saute les années, puisque 25 ans plus tard, en 2016, toujours grâce à Noël Tissier, cette même ville de Sète a accueilli l'une de tes plus grandes et plus belles expositions, me semble-t-il, dans l'ébouriffant Centre régional d'art contemporain, le CRAC. Tu fermais là-bas la boucle et le chapitre. Et j'y reconnais là ta nostalgie joyeuse et ta fidélité. En 1994, le tropisme méridional se rappelle à toi et tu exposes à la Villa Arson de Nice, qui est un lieu décisif alors pour la création contemporaine. Là-bas, tu disposes d'un four, de la confiance de tes hôtes et d'une immense liberté. Alors, on voit certaines images qui ont ponctué ce parcours. Et à compter de ces années, tu deviens un voyageur impénitent, réclamé par tous et partout, un migrant qui pose ses bagages sur 1001 territoires. Un vagabond, tu es parfois surnommé le Clay Gypsy, que polarisent des invitations, des résidences à travers le monde. Alors, on ne peut pas tous les énumérer. Il y a le Centre européen de la céramique de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas, en 1994, le Centre John Michael Kohler, dans le Wisconsin, l'année suivante, la Villa Médicis, où tu es pensionnaire, en 96-97, Monterrey, au Mexique, où tu es résident 2 années, en 98 et 99, ce qui augure tes collaborations transatlantiques, en 2000, résidence dans l'Arizona, puis l'année suivante en Californie, 2001-2003, collaboration avec le Bass Museum de Miami, on voyait des images. Puis entre 2004 et 2007, tu es le premier artiste à effectuer une résidence à la Manufacture de Sèvres, ce qui donna lieu à une exposition au Musée de la Chasse à Paris en 2008. Plus récemment, en 2013, on te confia la chaire de céramique de la prestigieuse School of Art and Design de l'Alfred University dans l'État de New York. Bref, ce n'est pas rien de t'avoir parmi nous, ne serait-ce qu'une petite heure. Je dois dire que ces voyages te valent de parler de nombreuses langues, d'être au milieu de la langue plurielle et du babil du monde. Pour te connaître un peu, je crois que ta langue est de terre. Je voulais revenir sur certaines de tes expositions qui t'ont imposé avec Thomas Schutte comme un héritier de Lucio Fontana, père du renouveau de la céramique. Les expositions, évidemment, elles sont nombreuses, elles sont ardentes, avec la galerie Transit, Almine Reich, Perrotin, évidemment, qui ont souvent été accompagnées de catalogues. En 2005, tu es le premier artiste belge vivant invité au musée du Louvre, à Paris, où tu institues un dialogue souverain avec des œuvres plus anciennes, Palissy, au sein d'une exposition intitulée Contrepoint de l'objet d'art à la sculpture. Tu exposes à la Biennale d'Istanbul, au MAMCO de Genève, à Hong Kong, à New York, chez Robert Miller, à Miami, à Berlin, à Monaco.
En 2012, tu es avec Jean-Michel Ottoniel au musée de la Croix, lors d'une confrontation florale avec les pièces du maître. Et en 2014, tu jouis d'une exposition majeure à Middelheim, qui est à mon sens l'un des plus beaux, l'un des plus prestigieux parcs de sculpture en Europe. En 2015-2016, la grande exposition Céramics de Maastricht, la Maison Rouge, te réserve une salle particulière. Et en 2017, après la traversée de Sète, tu présentes une nouvelle série de sculptures, Heidgans, à la galerie Almin Reich, mise à l'honneur à la FIAC au Petit Palais. Je passe sur les expositions collectives qui sont nombreuses. Est-ce que tu as quelque chose à redire ou quelque chose qui est impressionnant, c'est ça ? Je suis déjà fatigué juste d'écouter. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'en ai fait des kilomètres ? Rien à amender, rien à ajouter. Moi, je voulais commencer par une chose qui est, me semble-t-il, une curiosité. On te décrit, on te distingue souvent comme étant un céramiste. C'est souvent quelque chose qui revient, Johann Créten, céramiste. Il me semble que c'est un mot qui t'enferme un peu, qui t'enclave. Ça me semble une curiosité, parce que quand on parle de Piero della Francesca, par exemple, on ne dit pas de lui que c'est un fresquiste, c'est un peintre. Michel-Ange, on ne dit pas que c'est un tailleur de marbre, c'est bien un sculpteur. Or, je trouve que c'est une formulation qui est assez impropre, et puis qui est à la fois injuste, parce que c'est là aussi enfermé. D'ailleurs, cette pratique, elle n'est pas exclusive chez toi, on le voit dans l'exposition, tu travailles autre chose que la céramique. Et qu'en est-il de ton rapport à ce mot de la céramique ? Comment est-ce que tu conçois les choses ? Les mots sont dangereux. Les mots nommer les choses, c'est dangereux. Et c'est sûr qu'en Belgique, quand j'étais aux Beaux-Arts et on m'a lié au mot céramique, ma vie était foutue. Parce que céramique égale outsider, égale laboureur, égale potier, égale jolie femme qui fait de la poterie à 16 heures sup. Donc un artiste contemporain sérieux qui s'habille en noir et qui fait de l'art conceptuel, c'est absolument impensable que ses mains touchent de la terre. Donc le fait de m'appeler ou de me lier à la céramique et la terre, j'étais foutu. Donc le fait d'avoir quitté la Belgique très tôt en disant non, 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 moi je ne suis pas un céramiste, moi je suis un sculpteur, je suis un artiste, je ne suis pas un céramiste. La céramique, j'ai horreur. J'ai horreur de la céramique. J'ai horreur de la cuisine de la céramique. Ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, ce que je fais, c'est autre chose. Moi, ce que j'essaye de faire en utilisant de la céramique, c'est quelque chose qui se situe dans le monde de l'art. Et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir partir de la Belgique et de faire assez tôt des rencontres avec des gens qui ont vu ce que je voulais faire, que c'était autre chose. Et donc, par exemple, vous avez cité Noël Tissier au CRAC, mais après Christian Bernard. Christian Bernard, qui vous connaissez la Ville Arson à Nice, quand il a dit Johann, j'ai un four qui ne sert plus à l'école, moi j'aimerais que tu viennes ici travailler. Et au même moment, il y avait quelqu'un comme Kippenberger, mais bon, je vois que tu es impatient, tu veux me poser une autre question. Je veux rebondir. Non, parce que tu as l'air de dire finalement que c'est la France qui était capable d'accueillir cette... Non, en France c'était pareil. En France, on arrivait à Paris, vous allez dans un vernissage, tout le monde, je prends ça comme une métaphore, mais tout le monde était habillé en noir, la tête aux pieds. Tu vois, j'avais l'impression d'être à un vernissage à Paris avec mes amis Boltanski, etc. Tout le monde est en noir. Parce que l'idée de toucher la matière, c'était une frivolité. C'était quelque chose ça touchait à des mots aussi sales que le beau. Ça touchait à des mots aussi tabous que ce qui est décoratif. Donc, même quand je suis arrivé à Paris, le milieu a dit, et il est bien gentil ce flamand,
mais surtout que tu vois qu'il fait ses trucs dans son coin. Heureusement, il y a toujours eu aussi d'autres gens qui ont dit « Ce que tu fais, Johan, on y sent quelque chose de très différent. » Donc plein de jeunes artistes, plein de gens comme Christian Boltanski et d'autres qui ont dit bah, « Continue quand même sur ta voie. » Parce que et je ne me suis jamais arrêté. Oui, parce que la céramique, en effet, c'est à la fois catégorisé, ce qu'en effet, pas très malin. Et puis par ailleurs, c'est quelque chose de condescendant, parce que c'est reconduire aussi une distinction entre art majeur, art mineur. Donc tu le dis, c'est le céramiste, il est du côté un peu de l'ivoirier, du graveur, il y avait quelque chose d'un petit peu, oui c'est ça, je trouve condescendant. Oui, et tu vois, même toi, Colin, qui a préparé avec beaucoup d'amour cette interview, qui a travaillé beaucoup sur mon travail, qui a écrit des textes formidables, la première chose dont on parle, c'est cette chose-là. Et ça veut dire que la bataille n'est pas encore gagnée. Quand on a fait cette expo extraordinaire, Ceramics, au Bonafanten Museum, certains d'entre vous l'ont peut-être vu. Et après, elle est allée à Maison Rouge, ici à Paris, et j'ai dit, c'est une expo formidable. Parce que partout dans le monde de l'art, si vous allez à Berlin, vous allez à Singapour, vous allez à New York, il y a des milliers de jeunes artistes qui utilisent la céramique. Vous me suivez encore parce que... Mais votre expo céramique qui montre la force de cette matière et le nouveau discours de cette matière, à Paris, vous le faites à Maison Rouge et pas au Centre Pompidou. Là, que si Paris voulait être vraiment branché et en pointe, ils auraient fait cette expo au Centre Pompidou avec pas seulement ma salle personnelle et la salle de chute et la salle de Fontana et la salle de Volkos et la salle de tous ces et Picasso, etc. Non, on a été dans un musée formidable qui est Maison Rouge, mais c'est quoi la différence entre Maison Rouge et le Centre Pompidou? Le prestige, la visibilité. Non, non. Privé, public. Oui. Privé, public. Donc, c'est dans ma vie, j'ai toujours pu continuer parce qu'il y a eu toujours des gens dans le privé, des collectionneurs, des amateurs qui m'ont acheté, défendu et montré. Et donc, Maison Rouge est un lieu privé. Le Centre Pompidou, je n'ai pas encore 80 ans, donc j'ai encore un peu de temps, mais j'y travaille. Tu parles souvent de tabous, en effet, et je relisais, il y a ce catalogue de cette très belle exposition qui avait eu lieu au musée de la Croix, et tu disais à Christophe Leribaud, le directeur d'alors, qui t'avait invité à exposer, le tabou de la terre, c'est aussi parce que la terre, c'est la matière fécale par excellence, dont celui qui touche l'ouvrier, le paysan, est quelqu'un de brut et d'inculte. Est-ce que tu veux bien développer un peu ça, revenir là-dessus, sur cette question du tabou aussi, vraiment? Je pense qu'on en a déjà un tout petit peu parlé, de pourquoi la terre, effectivement, toucher cette matière pauvre avec tes mains, ce n'est pas aussi prestigieux qu'un artiste qui pense et fait exécuter les choses par quelqu'un d'autre. Il y avait ça. Mais pour moi, ce que j'ai toujours trouvé formidable, c'est que le tabou est plus profond. Parce que on touche la mère terre. On touche à la mère terre, on touche à la fertilité. On en fait une œuvre. Et pour faire d'un bout de terre une sculpture, j'ai besoin de quoi d'autre? Le feu. Et qui joue avec du feu, ça implique aussi une sorte de danger. Parce que qui est le premier qui prend un bout de terre et en fait une sculpture? Dieu. Dieu. Donc, l'idée de se prendre pour Dieu en prenant un bout de terre, en utilisant
le feu et en disant je fais une créature et je me prends pour le grand là-haut, c'était un grand tabou. Et ça, je trouvais assez beau. Et je voulais revenir, puisque en effet, en décrivant un peu les choses, en revenant sur ton parcours, on voit qu'il y a eu de nombreuses étapes et de nombreux espaces, de nombreux lieux, de nombreux territoires. Sur la question aussi du voyage, en effet, tu as été vraiment, on en parlait avant, on voit des chaussures, en effet, qui sont là pour rappeler presque, tu as essayé de parcourir aussi le globe, et tu es toujours depuis une sorte de nomade qui se refuse presque à une forme de sédentarisation. Tu travailles aussi bien en France qu'en Belgique, en Hollande. Et quel est ton rapport justement à ça, au voyage, au lieu, aussi au génie du lieu, comme on dit? La chose, c'est que c'était très simple. Je partais de la Belgique, j'avais pendant 25 ans ni maison, ni atelier, ni voiture, ni plan de retraite, ni sécu, et je bougeais comme ça d'un endroit à un autre. Paris est devenu une base. Mais après, il fallait, si vous voulez un atelier à Paris avec un four, ça coûte des fortunes. Donc il fallait ou être, comme beaucoup d'artistes, il fallait être enseignant, ou il fallait un autre boulot. Et moi, je me suis dit, si je coupe tous mes frais, je suis libre. Donc si j'ai juste une valise, une bonne paire de pompes et beaucoup de courage, et il y a quelqu'un à un dîner qui dit Johan, tu sais qu'il y a une dame au Wisconsin qui possède la plus grosse usine de sanitaire en Amérique, Kohler. Elle aime les artistes et l'art. J'appelais Kohler. Il disait oui, vous pouvez visiter. Je prenais un billet d'avion. Je me retrouvais au Wisconsin. Je faisais la visite. J'avais mon dossier sous le bras. Je montrais mon travail et Madame Kohler disait « Mais monsieur, si vous voulez venir chez nous pendant 4 mois travailler dans l'usine, vous pouvez. » Et donc l'idée, c'était qu'il y avait une énorme liberté sans bagage. Oui, bien sûr. Et ce côté, justement, c'est ça qui m'intéresse, presque Hermès ou presque Rimbaud, comme ça, aux semelles de vent. On a l'impression que tu allais en effet dans un endroit puis dans l'autre, et sans être jamais, en plus, indifférent. Et là, je voulais vraiment être sur cette transition-là, indifférent à ce qui s'y passait et à la question de la politique, vraiment aussi. Et tes œuvres, il y a des œuvres proprement engagées, c'est un mot sur lequel on pourra revenir. Et je trouve que dans l'exposition, là, à la galerie Perrotin, tu insistes aussi d'une certaine manière sur la dimension, sur la dimension politique. Hein? C'est un joli hasard, les images qui viennent de défiler. C'est sûr que les gens, ils connaissent mes torses en fleurs. Et tout le monde a toujours dit, Crétonne, oui, c'est des jolies sculptures avec des fleurs et des beaux émaux. Mais que dans l'expo, il y a quelques œuvres photographiques où vous voyez que, par exemple, il y a un village à côté d'Angers où tout d'un coup, le matin, les habitants se réveillent et le petit portique de l'énorme parking municipal a été muré. J'avais fait faire des briques en forme de croix et j'avais muré l'entrée d'un parking. Pourquoi il avait été muré? Pourquoi il avait été muré? C'était parce que j'avais compris que le petit portique que vous voyez par hasard là, le petit portique du parking, j'avais compris que ce n'était pas un objet décoratif, mais que c'était un portique anti-gitan. C'était un portique dont le seul but, c'était de garder l'autre à l'extérieur du parking. Les camionneurs, mais les gitans, les gens du voyage. Et donc j'ai fait ces briques en croix. J'étais déjà un peu plus rusé, donc j'ai réussi à faire avaler à la mairie que c'était un projet artistique. Mais finalement, c'était un moyen pour montrer aux gens que la haine ordinaire peut se trouver dans un petit portique dans un village.
Et comme ça, ce type d'œuvre, là, on était en 2001. J'ai fait des œuvres comme ça, un peu guérilla, à Aulnay-sous-Bois, où j'allais inclure des éléments dans les façades. En effet, je pense aussi par exemple à l'œuvre Madame Butterfly. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots aussi? J'en ai. Vous savez, nous, dans le milieu de l'art, on explique trop. Je sais que ce qu'on fait aujourd'hui est un peu contre mes règles, mais on explique trop. Je pense que Madame Butterfly, les titres dans mes œuvres sont un peu comme des clés. Parce que quand je dis Madame Butterfly, il y en a certainement entre vous qui pensent... Et puis, il n'y a personne qui pense là-dedans, ils sont tous, ça dort, ils sont partis. Je ne sais pas, on va boire un coup, nous? Non, Madame Butterfly, vous pensez à quoi, madame? À Puccini, merci. Vous pensez à Puccini. Mais si je pense Madame Butterfly, Puccini, quelle est le clé de Puccini? C'est l'amour, mais quelle est l'autre clé à la compréhension de Madame Butterfly de Puccini? Vous dites colonialisme, quoi d'autre? Vous ne connaissez pas Madame Butterfly? Si, mais aide-nous un peu. Allez, réponds-toi un peu, qu'on se réveille un peu, j'en ai marre. Là. Tu vois? Allez, Madame Butterfly, c'est quoi? Ça, non, mais oui, l'amour, et puis aidez-moi un peu. Allez, non, mais... Hein? Non. C'est l'Occident et l'Asie, c'est le choc des cultures, c'est l'incompréhension entre 2 cultures. Donc, si je fais des œuvres, vous allez la voir, je n'ai pas besoin d'expliquer tout ça, mais il y a des battes de baseball dans l'expo sur lequel il y a des fleurs et des papillons. Effectivement, si je titre ça Madame Butterfly, vous pensez Puccini, la batte de baseball est phallique, la batte de baseball est une arme, la batte de baseball c'est l'Amérique. Donc je pouvais essayer de parler de choses politiques sans être vrai. Quand je dis Madame Butterfly, vous ne pensez pas au conflit entre l'Amérique et l'Asie, vous pensez d'abord à l'amour. Comme dans mon travail, j'espère que vous pensez d'abord à la beauté et que c'est que beaucoup plus tard que tout d'un coup vous vous rendez compte que finalement c'est bien beau, mais ça pas. Je raconte une anecdote. À Maison Rouge, il y avait des très jolies grandes poules. Des poules qui étaient en train de se sauter. J'avais fait en céramique. Des collectionneurs belges ont acheté cette œuvre. Je trouvais ça drôle. Il y a très très longtemps. Quelques semaines après, je vois madame et monsieur qui rentrent dans un vernissage. Monsieur me voit, il devient tout rouge. Il vient vers moi et il me dit « Monsieur Creighton, salaud, vous m'aviez vendu 2 coqs. » Ce n'était pas une poule et un coq qui se sautaient. C'était 2 coqs qui se sautaient. L'idée, dans les années 90, de faire une jolie sculpture en céramique drôle, un peu rigolote, qui parlait de sexualité un peu autre, c'était ça que je voulais. Bon, c'est une réponse trop longue. Non, mais c'est une réponse. Encore. non, mais ça c'est intéressant parce que c'est aussi ce qu'on ne veut pas voir. Personne sait que quand j'étais arrivé à Paris, que je montrais mes sculptures en céramique chez Anthony Meyer, rue des Beaux-Arts à Paris, qui est la grande galerie d'art primitif océanienne à Paris. Il m'avait fait une expo. Tous les soirs, quand la galerie se fermait, je prenais les œuvres, je les prenais dans mon bras, les céramiques, et j'allais me balader dans Paris avec mes œuvres. Dans l'expo, il y a une pièce
qui date de cette période, qui est le présentoir d'orange. Il y a juste une sorte de présentoir en céramique avec une vraie orange posée. Bon, c'est que des histoires que les gens ne connaissent pas, mais qui font partie de mon... Ouais. Non, mais en effet, tu fais aussi allusion à ce que des fois l'on ne veut pas voir dans une œuvre, dans tes œuvres en particulier, je pense. Ce que tu évoques avec les coques, par exemple. Je sais que quand on était au vernissage, j'entendais des gens qui étaient face à ces petites vulves en bronze, et quelqu'un disait, tu as remarqué, il y a quand même beaucoup de dentiers. Donc, je trouvais ça absolument incroyable. Ah ben, et voilà ce qu'on peut y voir. Mais oui, ça... mais, dis-moi. Bah, non. Ça laisse scabreux. Ouais. Non, mais en effet, et c'est intéressant. C'est-à-dire que je sais que tu te refuses à la glose ou aux commentaires sur ton œuvre, etc. Alors, ce qui rend aussi une après-midi comme celle-ci, c'est une injonction paradoxale. Il faut parler, en même temps, c'est impossible. Mais justement, alors sur l'expérience physique aussi, au contact de tes œuvres, parce que je sais que c'est quelque chose que tu as soigné énormément l'accrochage. Et moi qui suis un amateur de sculpture aussi, il y a beaucoup de rondes bosses, il faut tourner autour. C'est ça aussi vraiment qui est important. C'est une vraie expérience phénoménologique. C'est vraiment la circonvolution. Il faut voir sous tous les angles, près, loin, la circonspection, etc. Et toi, je sais que c'est quelque chose que tu défends beaucoup, cette idée qu'il faut aller Bah, justement, quand on retourne aux années 80, où l'idée de l'art conceptuel, de l'art minimal était très forte, que justement le côté tactile de la terre, la couleur en sculpture était importante. Oui, j'ai revendiqué. Et ça, c'était une des raisons pour utiliser la céramique. Donc, Et alors justement, tu travaillais beaucoup la ronde bosse. Il y a aussi beaucoup, je trouve, dans la galerie, lors de cet accrochage, beaucoup de relief. On s'en parlait il n'y a pas longtemps, par exemple. Est-ce que tu fais une distinction, toi, entre la ronde bosse tout et ça, le c'est relief? de la cuisine. J'en ai marre de la cuisine. Oui, Tu mais vois, je pense que la beauté de la liberté qu'on a en tant qu'artiste, justement, d'utiliser toutes les matières qu'on veut. Ce matin, je pensais que Kippenberger était... Ça, c'est les coques dont j'ai parlé. Ça, c'est marrant parce que les gens qui ont acheté ça n'avaient pas vu, n'avaient rien vu qui était en train de... qui pendait sur un œuf noir. Tu vois? Et c'est ça que j'aime bien. Hein? Non, ils l'ont gardé et maintenant... 20 ans plus tard, ils étaient très très fiers de pouvoir le prêter au Bonafanten Museum. Tu vois, non, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont mis dans leur jardin et ils ont acheté des poules. Ils ont dit, comme ça, de temps en temps, il y a une poule qui saute sur les deux autres et ils se font une petite orgie. Mais maintenant ils l'ont rentré parce que maintenant, ça commence à valoir un peu d'argent. Donc, ils l'ont fait nettoyer, restaurer. Et c'est vrai que la peau des sculptures, la beauté de la céramique, de la peau de la sculpture, c'est quelque chose que je trouvais vraiment très riche. Tu vois. Il reste beaucoup de temps? Je ne sais pas. Oui, on a un peu de temps encore. Ok. Ça, c'était au Mexique. Au Mexique, ta résidence au Mexique, à Monterrey, oui. Et oui, justement, c'est que ça te demande de jouer avec la terre, avec l'air, avec le feu, de cuire, de recuire, d'y revenir, etc. Donc il y a véritablement aussi, j'imagine, une part de hasard aussi. Qu'est-ce qui peut survenir? Qu'est-ce qui peut advenir? Il faut sans doute s'y reprendre beaucoup, être capable d'accueillir ça, le hasard. On voit par exemple qu'il y a beaucoup de coulures sur les œuvres, beaucoup de taches, de macules. Comment est-ce que tu joues avec ça? Comment tu travailles ce hasard-là? Comment est-ce que tu l'accueilles précisément? C'est dur. Non, ce que je peux dire, c'est que j'ai commencé comme peintre. Et effectivement, quand tu es peintre et que j'avais 11 ans, et à 11 ans, j'étais dans une petite ville belge. Et tous les 2-3 jours, j'allais dans un magasin acheter une feuille de papier ou un crayon.
Ce monsieur, à un moment, a dit « Mais Johan, qu'est-ce que tu fais avec ça? Montre-moi ce que tu fais. » J'ai montré ce que je fais. C'est Lazare aussi, mais un autre type d'hasard. Il a dit bah, « Jeune homme, c'est très bien ce que tu fais. La prochaine braderie dans la ville, si tu viens peindre devant le magasin, je te donne tous les outils gratuits. » Donc je ne me suis pas dégonflé. J'ai commencé à peindre devant son magasin. J'ai vendu mes peintures. Qu'est-ce que j'ai fait avec les sous? Je suis rentré, j'ai acheté du matériel. Et depuis, j'ai toujours fait ça. Comment est-ce que je vais faire pour retourner à ta question? J'avais juste envie de raconter cette anecdote. Mais donc j'ai commencé en tant que peintre à 11 ans. Et après, j'ai rencontré des gens. Finalement, j'étais aux Beaux-Arts avec Wim Delvoye et Jan van Imschoot. On était aux Beaux-Arts comme peintre. J'ai vu cet atelier de céramique où il y avait juste 2 vieilles dames et c'était vide. Et j'ai commencé à faire des œuvres en céramique. Mais je n'ai jamais appris la céramique. Donc il y avait un truc qui m'a attiré énormément, c'est la matière. Mais pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'adorais plus que tout? C'est qu'en peinture, le dernier geste, t'en es responsable. Dans le four, moi, je ne suis pas là à 1200 degrés. Et ce fait de lâcher prise, j'ai adoré. Oui, et puis ça impose vraiment aussi la sculpture, de manière générale, impose vraiment une question de la durée. On voit bien qu'il faut y revenir. Il y a aussi d'autres personnes qui interviennent. Il faut qu'il y ait éventuellement, avant il y avait éventuellement des modeleurs, des mouleurs, des agrandisseurs. Là, il y a des gens qui sont là à côté de toi aussi. Donc c'est une aventure aussi plurielle. C'est pas le peintre face à son chevalet ou dans son atelier. Donc, pendant quand même 25 ans, j'ai fait presque tout seul. Parce que justement, une des choses qui m'attirait avec la céramique aussi, c'est qu'un kilo de terre, ça coûte rien. C'est une matière qui était peu chère. Que c'était aussi un monde où j'étais seul. Mais je crois qu'on les a perdus. Hein. Je ne sais pas qu'on... Ah, vous suivez? Parce que j'ai l'impression que tout le monde dort là. Je ne sais pas comment il faut faire. Tu présumes trop. Tu vois, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais donc, la terre, elle m'a beaucoup attiré parce que j'étais seul. Dans le monde de l'art contemporain, dans les années 80, j'étais seul. Il y avait un monde de céramistes avec leur propre histoire à côté, mais dans le monde de l'art contemporain, il y avait très très peu de gens. Et s'ils essayaient, ils étaient quand même dans le monde un peu de l'art appliqué. Et donc moi, j'ai résolument, dès le début, j'ai dit, je refuse d'exposer dans le contexte de la céramique, je refuse d'exposer dans des galeries de céramique. Et donc, quand un monsieur comme Robert Miller de New York a dit « Johan, je veux te faire une expo », c'était parce qu'il y avait Louise Bourgeois, Joan Mitchell, Mapplethorpe, Lucian Freud, Eva Hesse, Alice Neel, Johan Creighton dans la galerie. Quel est le lien entre tous ces artistes? Ils sont bons. Merci. Bravo. 1 point. Mais, donc j'ai dit Alice Neel, Eva Hesse, Louise Bourgeois, Mapplethorpe, Lucian Freud, Johan Creighton. Quel est le lien entre tous ces artistes? On est dans les années... Oui, bravo. Très bien. 2 points. Quoi? 3e. Outsider. C'était que des outsiders. Ou parce qu'ils étaient homosexuels, Mapplethorpe, ou Freud parce qu'il était trop figuratif, ou Louise Bourgeois parce que c'était une dame déjà âgée à l'époque qui traînait
dans le milieu new-yorkais, mais que personne ne voulait. Alice Neal, parce qu'elle était trop figurative, et une femme. Donc, c'était que des artistes outside. Mais il avait aussi des gens comme Kusama ou des choses de Basquiat. Et quand Robert Miller a montré mon travail à New York pour la première fois, il a mis un de mes coques qu'on venait de voir à côté d'un Canova, d'un portrait de Napoléon par Canova. Parce qu'il disait, Johan, tes sculptures, ils parlent du monde de la même façon que Canova parlait de la politique à son époque. Alors justement, dans les œuvres un peu politiques aussi, pour parler du bronze aussi, parce que là, il y a deux œuvres, et notamment une œuvre vraiment monumentale en bronze qui nous accueille devant la galerie, et c'est une œuvre qui peut assumer une dimension véritablement politique. On a l'impression, évidemment, fatalement et techniquement, et à cause de la matière, qu'on ne peut pas présenter comme ça une céramique en extérieur. Donc, est-ce que c'est pour toi le bronze qui assume désormais cette part politique la plus forte ? Le bronze, c'est parce que maintenant, je ne veux pas être le plus riche du cimetière. Je ne veux pas être le plus riche du cimetière, donc je me paye un bronze. Mais non, le bronze, c'était aussi parce qu'il y a 10 ans, tout d'un coup, il y avait tant de jeunes artistes qui arrivaient dans le monde de la céramique. C'était devenu tellement branché que je me suis dit, bon, je vais me mettre un peu au bronze, ça va se calmer, et après je reviendrai à la céramique. Ça, c'est une blague. Mais non, le bronze aussi pour une autre raison. Le bronze, c'est le capitalisme. Le bronze, c'est la bourgeoisie. Le bronze, c'est l'histoire. Le bronze, c'est la prétention de résister au temps. Le bronze, c'est la grande sculpture. Le bronze, c'est le pouvoir. Le bronze, c'est l'éternité. Et le bronze, c'est dire « je fais quelque chose qui mérite tout ça ». Ce qui face à des discours contemporains de « je fais des productions de 1000 exemplaires, de 500 exemplaires, avec des matériaux de récupération, etc., était complètement réactionnaire et à nouveau complètement interdit. Parce que l'idée qu'un artiste dit « je vais faire travailler 45 personnes pendant 1 an sur le bronze qu'il y a dans la cour, et je vais dépenser mes propres sous pour que ça existe », parce qu'aucune de ces sculptures, il n'y a ni 1 centime de l'État, ni 1 centime des musées, et ni de l'argent des galeries. Toutes ces œuvres sont produites entièrement avec mes propres sous, ce qui veut dire que je me coupe à chaque fois que je fais une œuvre, je coupe dans ma propre peau. Après, j'ai la chance d'avoir des formidables galeristes très généreux, parce que Emmanuel Perrotin, quand il fait là une fête incroyable, un concert, qu'il invite les gens, que les gens viennent de partout, qu'il me donne cette expo, qu'on fait des livres, c'est extraordinaire. Almin Reich, c'est pareil. Transit, c'est pareil. Pelevneli d'Istanbul, c'est pareil. Mais dans la fabrication des œuvres, c'est moi qui décide de faire. Bon. Oui, c'est ton désir aussi. Ils sont tous en choc, là. Ils pensaient tous que c'était l'État français qui payait mes sculptures. Ils sont impressionnés. Non, je suis désolé, c'est le petit Belge qui... Beaubourg n'y est pour rien. Oui, non, on reconnaît là ton goût pour une sorte de liberté qu'il ne faudrait jamais corrompre. Mais ça, moi, il y a quelque chose sur lequel je veux t'interroger, parce que j'entendais il n'y a pas longtemps, il y a un chercheur qui a sorti un livre qui est passionnant sur la littérature, et qui dit la chose suivante. La littérature aujourd'hui, c'est un chercheur du CNRS, et il dit il n'y a plus de littérature pour la littérature qui est intéressée par la beauté, par la violence. Désormais, les écrivains essayent de faire des livres qui essayent de réparer le monde, réparer les vivants, consoler,
il y a une quête d'un beau sujet, d'une belle histoire, de vraiment essayer de retranscrire le monde, mais il n'y a plus de littérature sauvage qui travaille la langue vraiment, je sais pas, le nouveau roman, l'Oulipo, etc. Et il dit il y a une sorte de prééminence qui est donnée désormais au sujet, et la forme même de la littérature, ça n'existe plus, il n'y a plus de grands écrivains. C'est une position qui se défend, qui est controversée. Moi, je voulais savoir quel est ton rapport là-dedans par rapport au sujet, par exemple. C'est le sujet d'une œuvre, qu'est-ce qu'il en est pour toi? Parce que tu peux à la fois faire deux coqs, faire un immense vautour, faire une œuvre expressément engagée, faire quelque chose qu'on pourrait croire anecdotique. Quel est ton rapport à ça, à la question du sujet, vraiment, du sujet d'une sculpture? J'ai combien d'heures, monsieur le professeur? Vous avez 4 heures. Non, tu as 3 minutes. Non, mais je pense effectivement, qu'est-ce que je peux répondre là-dessus? Je peux dire effectivement, je n'ai jamais rendu la vie facile ni à mes collectionneurs, ni à mes galeristes, ni aux critiques, parce que j'ai une liberté de sujet immense. Ce qui veut dire, les sujets, c'est comme la vie pour moi. Voilà, donc, dans l'expo, il y a des pièces presque abstraites, il y a des pièces très sexuelles, il y a des pièces très figuratives, il y a des pièces avec des histoires bien concrètes. Je pense que j'ai une liberté de sauter comme ça du puce à... Comment on dit en français? Sauter du coq à l'âne. Ah, du puce à l'âne, je pensais. On revient au coq. Sauter du puce... Non, du coq à l'âne. Coq à l'âne. OK. Là, par exemple, c'est l'équipe... Non, l'autre avant, c'était l'équipe qui travaille sur les bronzes. Sur les bronzes, ouais. Oui, et du coup, ça me faisait penser, moi, à cette phrase parce que il y a le refus de quelque chose qui serait aussi évident, ou qui serait aussi la séduction optique. Il faudrait qu'elle passe aussi par le temps, il faudrait y revenir. Tu aimes aussi, je sais, que les choses soient très singulières, très éventuellement rugueuses, que ce soit complexe, violent, que ce soit... Et je pensais par exemple à cette phrase de Bataille qui m'amusait, et je pense que vraiment tu vas contre cela, et c'est ce qui me réjouit dans ton œuvre, et là je parle à titre vraiment personnel aussi, mais cette phrase de Bataille qui disait la chose suivante, où sortant d'un galeriste, il disait « On entre aujourd'hui chez le marchand de tableaux comme chez un pharmacien en quête de remèdes bien présentés pour des maladies avouables. » Oui, mais là-dedans, je suis une personne qui m'a beaucoup influencé, que je détestais terriblement, c'était Beuys, Joseph Beuys. Quand j'étais jeune artiste, je le détestais terriblement. Et après, j'ai commencé à l'aimer. Donc les premières performances sont des sortes d'actions contre Beuys, contre les idées de Joseph Beuys. Ben, l'idée de Beuys que l'art peut être quelque chose qui guérit et que ça peut être vraiment, pour moi, les œuvres sont comme des batteries. L'œuvre est comme une batterie. Il faut s'imaginer, si nous, en tant qu'artistes, on fait des œuvres qui sont bonnes, c'est des batteries qui, dans 30 ans, 50 ans, ont encore la possibilité de donner de l'énergie. Et que cette énergie, si on l'a bien mis dedans, elle peut être triste, elle peut être joyeuse, elle peut avoir plusieurs formes, mais que cette énergie, qu'elle nous régénère tous, j'y crois beaucoup. Donc le fait que tu ailles chez un galeriste et que tu y trouves, parce que ce qui est assez marrant avec Emmanuel Perrotin, si tu as l'exposition du jeune artiste américain qui est très joyeux, il n'y a pas de question, mais c'est aussi une forme de joie que tu te régénères. Et dans mon travail, j'y crois aussi, du potentiel positif et joyeux. Et moi, bon, mes sujets sont un peu plus sombres souvent, donc ça te prend la tête, mais je crois vraiment, comme Beuys, que l'action de l'artiste peut aussi réparer la société, peut réparer des vies, peut être positif. Et je ne vois pas d'interdiction là-dedans.
Ça peut valoir pour conclusion un peu, ou en tout cas pour préalable avec une discussion avec vous, puisque si vous avez quelques questions. Très bien, on est à 45 minutes pile, donc tu as fait le nécessaire, formidable. Je connais ton goût de l'heure. Oui, non mais... Est-ce que vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous aimeriez interroger Johan Pour moi, tes œuvres, c'est un antidote. Quand je vois tes oiseaux, dont le hibou, à chaque fois que je le vois et que je me permets des fois de le toucher, ça me régénère ton énergie, une énergie vraiment positive parce que je suis proche de la nature et je m'y retrouve vraiment. Et c'est pour ça que là, je te bombarde sur mon Instagram parce que tu rends cet hommage pour moi à la nature et je m'y retrouve. Et alors, je te félicite. Je suis trop fier de toi. Merci beaucoup. Et j'adore qu'on me bombarde sur Instagram. Donc, je vous conseille je vois tous que tu suis. Hein. Est-ce que tu as bombardé là en direct un peu sur Instagram? Oui, on va mettre. Tu vois, j'aime bien Instagram et tu YouTube. Suis, hein, c'est vrai. Oui, parce que j'adore être actif sur Instagram et YouTube et Facebook. Pas seulement parce que je trouve ça marrant, mais surtout parce que je trouve que ça donne, nous, vous les collectionneurs, les amoureux de l'art, et nous les artistes, un pouvoir qu'on n'a jamais eu avant. Avant, en tant qu'artiste, il fallait passer par un groupe de gens de musée et de critiques et de presse. Je ne crache pas dans la soupe, hein. Je trouve que ce monde est hyper important. Mais au même moment, je pense qu'aujourd'hui, on a un potentiel d'être en dialogue direct aussi sur la communication à travers des gens comme vous et d'autres avec Instagram, Facebook et YouTube, par exemple. En fait, les gens, ils te découvrent via les réseaux sociaux parce que dès que je mets tes photos de tes œuvres d'art, tout de suite, immédiatement, hein, ça va de l'autre bout du monde et les gens, peut-être qu'ils te connaissent, il y en a d'autres qui te découvrent et ton art, il est instantanément apprécié parce que les gens apprécient vraiment tes œuvres. Parfait. Vraiment, je te félicite, c'est trop beau. Merci. Autre question? Allez, soyez pas timides. Ils ont froid, je crois. Oui. Vous avez un travail d'atelier aujourd'hui? Il y a des gens autour de vous? La chose, c'est que j'ai toujours pas de vrai atelier. Donc les gens sont toujours... Là, j'ai eu un journaliste qui est venu dans mon atelier à Paris. Mon atelier à Paris est à peu près la taille de 2 fois ce podium en bois sur lequel on est. J'ai un bureau dans lequel j'ai une personne, Maëva, qui est là, qui s'occupe de moi et qui a des stagiaires qui s'occupent de gérer Anna et Anna, qui s'occupent de ma vie pour faire que tout ça soit possible. Mais j'ai toujours pas... Les gens pensent toujours, quand ils sont face aux expos, ils pensent toujours que j'ai un énorme atelier. Là, que j'ai rien. Là, par exemple, il y a plein d'œuvres dans l'expo que j'ai fait dans un atelier aux Pays-Bas, à La Haye, qui s'appelle Structure 68, où mon chef d'atelier a 75 ans, et les ouvriers ont 65 ans, et ils sont excités comme des puces parce que je leur pose c'est des techniciens de céramique, mais je leur pose des questions qu'ils disent qu'ils n'ont pas eues en 50 ans de carrière. Donc, je fais mes œuvres comme ça, là où c'est possible, et au moment où j'ai des sous, je vais quelque part travailler. Donc là, j'ai qu'une envie, parce que les dernières semaines étaient la folie totale, avec l'installation de l'expo, tous les nuits blanches où je me disais, la sculpture ne va pas rentrer dans la cour, j'ai que 2 doigts de... Et je pense même avec du lubrifiant, elle ne va pas rentrer. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de partir de Paris, aller dans ma chambre Ibis à La Haye,
et je vais dans ma chambre, et le matin, je vais dans l'atelier, et je vais travailler comme ça pendant 8 jours tout seul. Et il y a Jacques et Rob et Théo qui seront là pour me préparer la pâte et pour me mélanger les émaux et pour allumer le four. Et le soir, je rentre dans ma chambre d'hôtel et j'ai acheté un sandwich et je regarde un peu de télé et je m'endors comme ça pendant 8 jours sans voir personne. Et après, je reviens, je sais pas, à Paris, je mets mon costume, je sors mes diamants et je passe. Et j'adore cette vie. J'adore cette vie. Et le bronze passe pour les le portes, en bronze, plus. ouais, j'allais dire. Oui. Oui, pour le bronze, la question n'est pas tout à fait la même, si. Et le bronze, vous avez vu la photo avec les 45 personnes. Pour le bronze, je fais maintenant du bronze depuis une quinzaine d'années. Le bronze, c'est autre chose. Le bronze, c'est l'art du contrôle absolu. Parce que le bronze, au contraire de la céramique, je laisse le feu dire le dernier mot. Sauf que le bronze, je dois être en contrôle absolu de tout. Donc ça m'a pris du temps de dire, j'ai 45 personnes, et quand j'amène le modèle, ils font le moule, ils tirent la cire. À ce moment-là, je suis là derrière ces femmes, et je dis, non mais là, vous enlevez trop de cire, on va en remettre. Au moment où ils font couler le bronze, et ils sont en train de casser les moules et ils vont faire les soudures, je suis derrière eux et je dis non mais la peau de la sculpture, vous y allez trop, il faut reprendre à la ciselure. Et quand ils font la patine, c'est pareil, je suis là comme un petit diable à les faire chier. Pardon. C'est sur YouTube. Mais sur l'histoire du dernier mot, vous jetez rien. Vous jetez rien, il n'y a pas des choses qui sortent du four, c'est pas bien, on les met à la poubelle. Si, je jette. Donc il y a un contrôle. Il y a le un dernier contrôle. mot, c'est le vous. Non, C'est le vous, dernier c'est votre mot, choix, c'est tout de même. toujours moi. C'est ça. Donc, Colin, tu te tais. Et s'agissant du bronze, par exemple, tu n'as jamais essayé d'avoir de fondre ici en France, par exemple? C'était vraiment en Belgique que tu arrivais à trouver des gens avec qui tu pouvais travailler? Pourquoi? Non, mais... ne mets pas le couteau dans la plaie. Non, la chose, c'est que j'ai fait j'aimerais, si vous avez des pistes pour des ateliers de céramique ou pour des ateliers de bronze en France, où je pourrais faire des choses, avec grand plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec les manufactures de Sèvres, où on a fait des choses incroyables. On a signé les contrats, je pense, il y a 12 ans. Là, il y aura une pièce à Brafa qu'on sort 12 ans plus tard. Moi, je n'ai pas le temps. En France, la chose, c'est que les choses sont encore dans un autre temps. Chez les Belges, les gens viennent fondre depuis Los Angeles parce que l'équipe des 45 personnes est jeune. Il y a des nouvelles technologies. Il y a le vieux papa qui sait encore fondre comme au 19e siècle. Mais on est résolument en 2018 avec le fait que si je dis j'ai besoin d'une sculpture pour le 1er mai ou pas 1er mai, elle est terminée, elle est prête et elle est parfaite. Et moi qui aime bien contrôler, j'aime que les choses soient parfaites. Ben merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions En tout cas, je suis ravi que vous avez fait le déplacement et j'espère... Oui. La chose, d'où est-ce que ça sert de la tête? Je pense qu'il ne faut pas tout raconter. Mais pourquoi un hibou? Pourquoi un hibou? Est-ce que vous avez vu le titre? Est-ce que tu as regardé la sculpture? Non, j'ai regardé que la sculpture, j'ai pas vu le titre. Ah, mais le titre est marqué dans la cire. Alors je vais sur regarder le tout côté. à l'heure. Retournez à la galerie. Je vais y aller tout de après. suite, D'accord. parce qu'elle est marquée sur le côté. Et le titre s'appelle Europa's Dream, le rêve d'Europe. Donc, dès que je mets le rêve d'Europe, la chouette,
c'est plus que la chouette que vous aimez de la nature. La chouette, c'est la Grèce, c'est Athéna, c'est la sagesse, mais c'est aussi la crise de l'euro, c'est aussi la décomposition d'une utopie. Et quand dans l'expo, vous avez dans cette salle une pièce avec des insectes qui ressemble à une carte du monde ou à de la géopolitique, voilà. Elle est mélangée avec une jolie chouette, mais comme les coqs de tout à l'heure, ne parlent pas que de l'animal, voilà. Mais aussi de la politique d'aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est bien. Cool. Merci à toi.